Bonjour, bienvenue à la première discussion clinique sur les amines, qui comporte sur les amines. Cette première discussion clinique-là, premièrement, on va faire un petit récap physiopatho, puis après, on va avoir une étude de cas. Donc, on va parler premièrement de la pression artérielle. Qu'est-ce que la pression artérielle? Parce qu'on s'entend que lorsqu'on met des amines, c'est principalement pour le support des fonctions vitales, donc de la pression. C'est quoi l'essentiel de la pression artérielle? Pourquoi qu'on veut une pression artérielle systolique en haut de 95 mm de mercure et des temps moyennes en haut de 65 mm de mercure? Je vous laisse un peu réfléchir. Je laisse 5, 10, 15 secondes. Mais le but principalement d'avoir ces deux paramètres-là vitales, c'est que premièrement, on veut protéger les trois organes les plus essentiels. Surtout que je vous parle du prime time, de la réa, là, de la réanimation, parce que quand on met des amines, on parle de réanimation. C'est pas nécessairement du massage cardiaque, mais c'est de la réanimation. Donc, premièrement, on veut protéger le cœur, on veut protéger les reins, puis on veut protéger le cerveau. On veut qu'il perfuse en quoi notre patient? Notre patient, on veut qu'il perfuse en oxygène. Premièrement, aux soins intensifs, ce qu'on fait le plus souvent, c'est maintenir les fonctions vitales. Si on veut maintenir les fonctions vitales, on veut que le patient perfuse en quoi? Perfuse en oxygène. Par la suite, je vais vous demander, comme vous pouvez voir, quels sont les facteurs qui influencent la pression artérielle. C'est quoi une pression artérielle? Ça implique quoi une pression artérielle? Bien, une pression artérielle, ça implique premièrement un débit. Le débit, c'est quoi un débit cardiaque? C'est votre fréquence cardiaque fois votre volume systolique. Donc, ce qu'on appelle votre précharge, c'est un volume. C'est la loi de Sterling. Donc, c'est le volume qui coexiste dans votre ventricule droit, dans votre ventricule gauche. Incidemment, les deux ont tous les deux une incidence. Et votre pression artérielle est la résultante de votre débit cardiaque fois les résistances périphériques. Les résistances périphériques, ça se réfère à la poche-charge. C'est les résistances que votre cœur doit battre pour pouvoir éjecter le sang d'une chambre vers une autre. Et on a aussi la contractilité. La contractilité aussi, on a beau avoir un débit cardiaque adéquat, une fréquence adéquate, des résistances périphériques qui sont adéquates. Si notre cœur n'est pas contractile, il y a des défauts de contractilité, ça va se refléter dans notre débit. Si ça se reflète dans notre débit, conséquemment, ça va se refléter d'une certaine manière par notre pression artérielle parce elle fait partie de l'équation de la pression artérielle. Évidemment, je vais rentrer d'entrée de jeu vers les amines. Comme je vous dis, les amines, ce sont des médicaments qu'on utilise pour maintenir les fonctions vitales. Maintenir les fonctions vitales pour que notre patient, il ne faut pas qu'on oublie, parce qu'on veut qu'il perfuse en oxygène. On veut que notre patient perfuse en oxygène. On ne veut pas que notre patient soit hypoxémique. Donc, quand on parle de pression artérielle, de vasopresseur, d'amine, on agit sur des récepteurs qu'on dit adrénergiques. Les trois grands récepteurs avec lesquels on fonctionne, on sait qu'on a des amines qui ne fonctionnent pas avec ces récepteurs-là, mais la majorité des amines nous manipulons, on, euh, on touche à ces récepteurs-là, puis c'est important de les connaître. On a les récepteurs adrénergiques qui font partie du système nerveux sympathique, qui fait partie du système nerveux central. On a les récepteurs bêta-1. Les bêta-1 peux faire la translation avec les bêta-bloqueurs, vous allez voir, vous allez comprendre. Les bêta-1 augmentent la fréquence cardiaque, augmentent la contractilité et stimulent la sécrétion de rénine par les reins. On peut dire que les récepteurs bêta-1 sont inotropes et chronotropes. Inotropes augmentent la contractilité, ça veut dire c'est une contractilité, et chronotropes augmentent donc la fréquence. On a aussi les récepteurs bêta-2 les récepteurs bêta-2, c'est la dilatation des muscles lisses comme les bronchioles, comme les bronches, si on veut, et les muscles vasculaires. Ce sont des récepteurs qui sont situés sur les muscles vasculaires, les vaisseaux sanguins. Après, on a les récepteurs alpha. Je pourrais vous dire que comme l'alpha qu'on utilise le plus aux soins intensifs, c'est le Levophed, la norépinéphrine. C'est un vasoconstricteur intense au niveau des muscles vasculaires. Évidemment, je vais vous montrer, comme vous pouvez voir, où se localisent les récepteurs adrénergiques. On a les bêta-2 qui se situent au niveau du poumon. Ça provoque une vasodilatation.
Les bêta 1 sont au niveau du cœur. Donc, ils vont monter la fréquence, ils vont supporter le cœur, ils vont augmenter sa contractilité. On peut parler là de la dobutamine qu'on utilise énormément aux soins intensifs. Et on a les alpha et les bêta 2 sont au niveau des muscles vasculaires. Les alpha, comme je vous ai dit, vasoconstrictent. Les bêta 2 vasodilatent. Tout dépendant sur quel récepteur, là, tout dépendant aussi de l'amine qu'on utilise, là, va répondre à certains récepteurs. Et c'est là-dessus que notre médication va aller agir directement. Donc, les vasopresseurs, quand on parle de vasopression, on parle de vasoconstriction. Ce qu'on veut, comme je vous ai dit tout à l'heure, on veut augmenter les résistances périphériques. Si on augmente les résistances périphériques, incidemment, on a une incidence sur notre pression artérielle parce qu'elle fait partie de l'équation de la pression artérielle. Les amines qu'on utilise le plus au soin, on a la dopamine qu'on utilise de moins en moins. On a l'épinéphrine. L'épinéphrine, comme je vous dis, c'est l'amine qui va travailler sur tous les récepteurs. C'est un sympathicomimétique. C'est pour ça qu'on l'utilise pendant un code. Il est alpha, bêta 1, bêta 2. On a la norépinéphrine qui est alpha. C'est un alpha pur. Un peu bêta, mais je vous dirais, là, c'est un alpha pur. On a la phényléphrine, qui est la néosynéphrine qu'on utilise, qui est un alpha. Ça, c'est vraiment un alpha pur, pur, pur. Et on a une autre classe, je voulais quand même la soumettre, c'est la vasopressine, mais elle n'est pas, c'est un vasopresseur qui n'agit pas sur les récepteurs adrénergiques. On va la voir dans une autre capsule clinique. Je voulais quand même vous nommer. La norépinéphrine, comme je vous ai dit, c'est un petit peu bêta 1, très faiblement, mais c'est un alpha. C'est un alpha fort. C'est une vasoconstriction là, périphérique. On veut augmenter les résistances périphériques pour pouvoir augmenter, faire en sorte qu'il y ait plus de sang qui se rend vers le cœur et incidemment nourrir encore plus adéquatement notre patient en oxygène. Parce qu'on n'oublie pas que nos patients qui sont en hypovolémie, qui sont en choc, sont habituellement vasoplégiques. Quand j'entends vasoplégique, c'est qu'il y a une vasodilatation, là. C'est comme un effet un peu contre-intuitif, mais le choc amène une vasodilatation. C'est pour ça qu'on remplit notre patient, on le bolus pour pouvoir par la suite le vasoconstricter. On peut observer aussi que lorsqu'on installe une amine, on peut avoir une bradyréflexe. Et si, disons, vous avez 75 sur 45 de pression, vous installez votre norépinéphrine, puis là, vous tombez à 140, bien, tout de suite, votre parasympathique va se mettre d'entrée de jeu parce que là, il y a comme une augmentation, il y a trop un grand lag entre la pression de là, 1 minute de votre patient puis votre pression de après 15, même pas 5 minutes après l'instauration. C'est ça n'a pas besoin d'être traité, ça va se réguler de par eux-mêmes. C'est juste que le parasympathique a comme repris par la stimulation vagale en voulant dire ben, écoute, j'avais 70, là, j'ai quasiment 40 de pression. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme trop un grand changement trop rapidement. Donc, on appelle ça là, une bradie par stimulation vagale. Ce qui veut dire c'est le parasympathique qui va prendre le joug sur le sympathique. Évidemment, le but. Après, je vais vous introduire ce qu'on appelle les inotropes. Les inotropes, un inotrope, ça veut dire contraction. Soit qu'on va un inotrope positif, on va augmenter la contraction, ou un inotrope négatif, on veut diminuer la pression, on veut diminuer la force de contractilité. Tout dépendant à quelle pathologie on a affaire, à quelle situation clinique. Donc, le but d'un inotrope, donc d'augmenter la contraction vasculaire, parce qu'on a parlé de contractilité, on n'a pas parlé de débit ni de fréquence, mais on a un problème de contractilité, on peut avoir un problème aussi de fréquence. Le but, c'est de rétablir la perfusion tissulaire. On veut que notre patient perfuse en oxygène. On veut optimiser la contractilité, bien entendu, donc améliorer le débit, donc la vidange là, au niveau du ventricule gauche et on veut optimiser la perfusion myocardique. Parce qu'il ne faut pas oublier, si notre patient est hypoperfusé, il risque d'hypoperfuser ses coronaires et ça peut être délétère. Ce qu'on appelle communément, ce que vous allez entendre, le non-STEMI de type 2. C'est qu'on a un incident cardiaque, mais qui est causé par une hypoperfusion, par un choc quelconque. Des fois, le choc septique à lequel on a beaucoup, beaucoup à faire. Par, le, par la suite, les inotropes qu'on rencontre le plus en soins intensifs à l'hôpital de Verdun, on n'oublie pas
que c'est toujours pour la contraction myocardique. Là. On veut augmenter le débit, on veut augmenter la pression, on veut augmenter la perfusion en oxygène. La dobutamine, qu'on utilise énormément pour nos chocs cardiogéniques. La dopa, qu'on utilise de moins en moins, qui est, je vous dirais, débit dépendant. Tout dépendant du débit, vous allez avoir, c'est comme un sympathico-mimétique, mais tout dépendant du débit à lequel vous allez instaurer la médication, vous allez agir plus sur le bêta 1, plus sur le bêta 2, plus sur le alpha. Donc, est un petit peu difficile à manager. On a l'épinéphrine, bien entendu, qu'on utilise pendant les codes, qui est un sympathico-mimétique, c'est-à-dire qu'elle agit sur tous les récepteurs. 100% sur tous les récepteurs. Alpha 1, bêta 1, bêta 2. On a la milrinone qu'on utilise beaucoup plus pour les patients qui ont des décompensations au niveau cardiaque droit. Et on a l'usuprel. L'usuprel que nous utilisons beaucoup dans les bradycardies symptomatiques du style bloc du deuxième, troisième, bloc complet. L'épinéphrine, qui est l'adrénaline qu'on utilise pendant les codes bleus, c'est un bêta, c'est un alpha. C'est pas pour rien qu'on l'utilise pendant les codes. Elle est excellente aussi. On n'oublie pas c'est pas pour rien qu'on l'utilise aussi dans les chocs anaphylactiques parce qu'elle est bêta 2. Il y a une vasodilatation des bronchioles, ce qui veut dire en sorte que quand on est en choc anaphylactique, c'est quoi, qu'est-ce qui est le plus dangereux, qu'est-ce qui peut être compromis? C'est notre airway. Donc, on veut protéger notre airway. Fait que si on donne de l'épinéphrine, de l'adrénaline, passant à notre vaponéphrine qu'on donne lorsqu'un patient a du stridor post-extubation, on veut dilater les bronchioles pour éviter qu'il y ait un bronchospasme qui va venir contraindre notre airway. De là, on a l'usuprel, comme vous pouvez savoir. C'est un bêta 1, bêta 2 puissant. On l'utilise souvent lorsque on a des blocs de haut grade, des bradies symptomatiques, pour temporiser le temps d'avoir un pace permanent. Ou de trouver la cause de l'intoxication au lanoxin, au bêta-bloqueur, whatever. Incidemment, ce qu'on veut avec l'usuprel, comme je vous ai dit, c'est un bêta 2. On veut augmenter la fréquence, la force de contraction, on veut augmenter le débit. C'est une amine qui est très, très, très puissante, qui amène le patient, là, comme je vous dis, le patient va rouler à 25, puis quand vous allez instaurer l'usuprel, il va rouler à 80, pour vous dire tellement que c'est puissant. Faut pas oublier que ça augmente la consommation en oxygène de votre myocarde. Donc, c'est important en tant qu'infirmière que si votre patient se plaint de DRS, d'inconfort cardiaque, de l'adresser au médecin parce que c'est quand même une amine magnifique, mais qui peut, pour certains patients, causer des troubles cardiaques, des douleurs. Ils peuvent même troponiser là-dessus parce que c'est tellement fort, ça a un effet tellement c'est comme un inotrope positif puissant que ça peut amener une certaine détresse cardiaque si le patient déjà a des problèmes cardiaques. Donc, c'est important de l'adresser, de ne pas dire «Ah, c'est normal, non, non, non». C'est important de l'adresser, là. Peut-être que cette amine-là n'est pas est pas utile pour le patient. Il faudrait peut-être choisir une autre amine comme la dopamine, qui fait partie des guidelines de la CLS, de la prise en charge d'une bradycardie là, symptomatique. Donc, je vais faire une petite étude de cas. Madame X, une dame de 69 ans qu'on a admis, qui avait HTA, DLP, diabète, MCA, MCAS, des PAC x2, une révision de valve artiste métallique, des stents, une hypothyroïdie, de la goutte. On l'a admis aux soins pour détresse respiratoire, on l'a intubé. On l'a extubé, on a mis un BIPAP. Elle a codé le 19 mai. Fait cette bande de rythme-là. Tout le monde est d'accord avec moi. C'est un magnifique bloc AV du complet. Donc, on s'entend qu'il n'y a aucune contraction là, ventriculaire, il n'y a aucun QRS. Votre systole ventriculaire, c'est votre débit. Bref. Donc là, on voit juste l'oreillette qui se contracte, on ne voit aucune contraction là, au niveau ventriculaire. Bien entendu, cette dame-là, on a fait un massage cardiaque, on lui a donné une épi. L'EPI était utilisé dans ce contexte-là parce on est en code. On veut augmenter la fréquence. On veut faire en sorte qu'elle ait augmenté la contraction, essayer de repartir le cœur, essayer de repartir l'activité électrique du cœur adéquatement.
parce que l'épinéphrine, c'est un inotrope, chronotrope, donc elle joue sur tous les récepteurs. Donc, c'est une amine de choix. On l'a massé, bien entendu. Revenu en bloc du troisième. Incidemment, pour temporiser, on est sur l'isuprel. L'isuprel parce qu'on est en bloc du troisième. Donc, on veut augmenter la fréquence cardiaque. C'est le but. Là, on est dans la chronotropie. On veut augmenter la fréquence cardiaque pour faire en sorte qu'il y ait plus de débit parce que la dame est hypotendue. Donc, pour préparer l'effet de son hypotension pendant qu'on est en train d'instaurer l'usuprel, on a instauré le lévofet qui est un alpha. Fait qu'on va augmenter la contraction, on va augmenter la fréquence cardiaque, on va être chronotrope, puis on va l'effet alpha augmenter le débit pour faire en sorte que cette dame-là perfuse bien en oxygène. Vous êtes clairement en bloc du troisième. Certains sont asymptomatiques, mais cette dame-là était symptomatique. Cette dame-là, on l'a intubée. On lui a mis un pace endoveineux parce qu'on savait très bien qu'il y avait peut-être une cause myocardique à son bloc complet. Donc, incidemment, on lui a mis un pacemaker endoveineux. On a cessé les UPREL. On l'a envoyé au CUSUM. Au CUSUM, elle a eu une choro. Cette choro-là, ils lui ont dilaté la marginale, la proximale gauche et a eu un pace permanent, bien entendu. Lorsque on s'en sort jamais, là, les surveillances infirmières, c'est ce qui est important lorsqu'on instaure des amines. Bien entendu, tout ce qui est bêta 1, bêta 2, on peut le mettre en périphérie. Il n'y a aucun souci, ce n'est pas un alpha. Mais tout ce qui est vasoconstrique, ça doit être mis soit dans un cathéter de gros calibre ou en voie centrale. Pourquoi en voie centrale? Éviter les risques d'extravasation. Parce que lorsque vous êtes en périphérie, il faut un gros calibre, il faut surveiller notre cytoseur. Et s'il y a une extravasation d'une amine qu'on appelle alpha de style Levofed, donc il faut l'adresser et il faut mettre aussi l'antidote parce que c'est dangereux que notre patient perde son bras. Donc, il faut aviser qui de droit et donner la rogistine qui est habituellement donnée par le médecin. C'est tout au pourtour de la région où on a observé l'extravasation. On va injecter en intradermique la médication là, qui est inscrite ici, la rogistine. Donc, c'est important. Et quand vous êtes en voie centrale, que ce soit pickline, voie jugulaire, clavière, fémorale, vous arrivez plus rapidement aux récepteurs que je viens de vous dire, les alpha, les bêta 1 et les bêta 2. Vous arrivez plus rapidement, donc l'effet est beaucoup plus rapide parce que vous, en périphérie, il y a quand même une certaine contrainte, c'est beaucoup plus loin parce que quand vous êtes en centrale, vous êtes dans la veine cave supérieure ou dans la veine cave inférieure, tout dépendant si vous êtes en fémoral. Ce qui est important, les amis, c'est lorsque vous instaurez des amines, il est important d'avoir un monitoring de l'hémodynamie qui a du sens. Donc, canule artérielle, demandez d'avoir des canules artérielles. Et par surcroît, si vous avez à prendre des pressions, il faut que ces pressions soient valables. Et si vous avez à prendre des pressions au niveau des membres inférieurs, le médecin, le résident doit être avisé que vous ayez pris la pression artérielle aux 4 membres, aux 2 bras, aux 2 jambes. Le patient devra être à plat et c'est une méthode pour temporiser le temps que nous ayons un monitoring artériel adéquat. Là, je vous parle d'amine là, à haut débit. Là. Je vous parle pas de la Levo à 5-6 CCA. Là. Je vous parle qu'on commence à passer les barres du 15 CCA. Là. Je pense qu'on se mériterait un monitoring artériel qui a du sens parce qu'on est responsable de l'état clinique du patient, puis on est responsable aussi de la surveillance qu'on a à faire auprès de nos patients lorsque ces patients-là, parce qu'il ne faut pas oublier, on maintient des fonctions vitales. Là. Sans ça, notre patient, il meurt. Donc, on surveille des fonctions vitales, on réanime un patient, donc on a le droit d'avoir des outils qui sont valides, fidèles, pour qu'on ait des surveillances valides et fidèles. Incidemment, lorsque vous avez à titrer des amines, ou autant dans l'augmentation ou dans le sevrage, c'est important de le faire de manière sécuritaire, comme je vous dis, avec des éléments de mesure adéquate, pas des pressions artérielles que vous prenez à droite pas à gauche, puis que c'est pas fiable, que là, la PNI, elle se prend plus, vous changez de bras, elle se reprend. Non, non, ce n'est pas un monitoring
ce n'est pas un monitoring, pardon, de l'hémodynamique qui est adéquat, fiable et sécuritaire pour le patient. Adressez votre problème et écrivez-le dans vos notes. Vos notes sont le reflet de ce que vous donnez au patient. Ils sont le reflet des soins que vous portez auprès de votre patient. C'est extrêmement important. On a toujours aussi, comme je vous ai dit, dans la ici, comme vous pouvez voir là, dans la petite template, la voie intra-osseuse peut être utilisée aussi d'urgence. Si on n'a pas une équipe qui peut nous mettre une voie centrale ou quoi que ce soit, vous êtes le gardien et vous avez votre responsabilité clinique face à votre patient. Encore les surveillances inférieures, bien entendu, la fréquence, parce qu'on a des médicaments qui sont chronotropes. Si votre patient fait des TV, si votre patient roule en haut de 130 de manière soutenue, il faut aviser le médecin parce que, comme je vous ai dit, on a des amines qui augmentent la fréquence cardiaque. Mais quand c'est trop, c'est trop. Ça peut être délétère pour le patient. Pressé. Euh, Aussi, on a, si le traitement est inefficace, c'est important de questionner le patron. Dire, moi, là, je monte la lévo, je monte la lévo. Est-ce que le patient aurait besoin encore de volume? Est-ce que je pourrais avoir une canule artérielle, s'il vous plaît, pour faire un monitoring qui est adéquat? Surveillez votre débit urinaire aussi. Même si on sait, surveillez-le, adressez-le. Vous avez fait vos surveillances, même si on tolère, même si on sait que notre patient s'en va vers la NTA, il est important de faire ce monitoring. Assurer d'une volémie adéquate de votre patient. Aussi, les temps de remplissage capillaire. Surveillez les extrémités froides, bleutées. N'ayez pas peur de réchauffer ces extrémités-là. Parce que ça ne veut pas dire que si le patient s'hypoperfuse un orteil, un doigt, il est à risque de perdre parce qu'il est à risque de le perdre parce qu'on sait qu'on fait une grosse réanimation, qu'on est dans, comme on dit dans l'anglicisme, le prime time de l'AREA. Des fois, on fait du mal pour faire du bien. Donc, il faut essayer d'avoir là, d'être hyper éveillé face à tous ces paramètres-là parce que c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on fait. On réanime des gens sans nécessairement le masser, mais on les réanime pareil parce que sans nos soins, sans notre réa, ben ce patient-là, ça serait le décès assuré. Il faut prendre conscience de l'énormité de notre travail dans le bon sens du terme, puis de l'incidence qu'elle a dans la vie des gens. Bien ben, on a aussi les mesures qui sont non pharmacologiques de la pression artérielle. Premièrement, identifier le choc. Mais ça, c'est le patron. Mais quand même, on est là, on participe, on voit si notre patient chauffe ou quoi que ce soit. On est capable de sculpter un patient, on est capable de voir venir les choses puis d'aviser à qui de droit. Parce que nous, on est les experts au chevet. On a le patient 8-12 heures devant nous. Le patron, il voit quoi? 10-15 minutes. C'est nous là, qui avons ce contact privilégié avec l'usager. On a la réanimation liquidienne, les solutés, les transfusions. Et on a aussi la technique de lever des jambes passifs qu'on essaie d'instaurer aux soins, qu'on fait des démarches auprès de l'équipe médicale pour que ça puisse être utilisé. Vous pouvez la lire, vous voyez, c'est fait dans des centres tertiaires couramment, puis possiblement qu'on aura une petite formation en conséquence, mais on attend l'accord du corps médical là, pour pouvoir procéder à cette petite technique qui est vraiment facile, que vous pouvez aller voir sur Internet là, sans problème. Là, c'est pas un secret de polichinelle. Donc, alors, fait que je vous remercie ma bibliographie. Je vous souhaite une bonne journée.